Avant de poursuivre la séance des questions au gouvernement, je vous informe qu'il n'y aura pas de suspension de séance après les questions. Je prononcerai immédiatement après la dernière question l'éloge funèbre de notre ancienne collègue Corinne Herel. La parole est à Monsieur Meyer Habib. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le 4 avril, en plein Paris, à Belleville, une femme réveillée à 4 heures du matin par un barbare a été torturée, battue, mutilée pendant 45 minutes, puis défenestrée parce qu'elle était juive. Au cri d'Allahu Akbar, il l'a massacrée à poings nus, récitant des sourates du Coran, alors qu'en bas de l'immeuble, 26 policiers, 26, attendaient sans intervenir. Elle s'appelait Sarah Halimi, 65 ans, médecin, directrice de crèche et mère de 3 enfants. Elle avait très peur de son assassin, qui était son voisin depuis 20 ans. C'était un délinquant de 27 ans, musulman radicalisé d'origine malienne. Cette affaire aurait dû faire la une. Pourtant, quasiment pas un mot dans les médias, pas un mot durant la campagne présidentielle, bien loin du tsunami médiatique de l'affaire Théo. 2 jours après le drame, M. Attal, son frère, m'appelle avec émotion pour me demander de l'aide. Pendant 2 mois, j'ai prêché dans le désert. Le nom Halimi résonne hélas dans la communauté juive comme une plaie douloureuse qui s'ouvre à nouveau. Après Ilan Halimi, Sarah, 11 ans plus tard. C'est l'histoire d'un déni qui se répète. Déni face à l'antisémitisme arabo-musulman qui s'effile dans nos quartiers sur fond d'islamisme, de préjugés anti-juifs, de haine de la France, de haine d'Israël. Elie Wiesel disait « Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuté. Quand un assassin tue une juive au cri d'Allahu Akbar, on devient sourd, aveugle, muet. Il aura fallu 3 mois pour qu'il soit mis en examen sans que le parquet ne retienne le caractère antisémite. Exit que l'assassin l'a traité de sale juive. Exit que Sarah était une juive orthodoxe. Je sais, la justice est indépendante, mais elle se trompe, pire, elle s'autocensure. L'antisémitisme, comme l'antisionisme, son nouveau visage, sont les symptômes d'une société malade. Seule lueur d'espoir le 16 juillet, la commémoration du Veldiv, le président de la République a enfin demandé que toute la lumière soit faite. Pourquoi la police est-elle restée spectatrice de ce drame? Pourquoi le préfet de Paris refuse-t-il une enquête IGPN? Nous commémorons ce jour l'assassinat du père Hamel, pour qui j'ai une pensée à mon tour émue. Pourquoi ce silence assourdissant? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous venez de rappeler l'odieux assassinat de Sarah Halimi et je partage votre émotion. Permettez-moi, même si ce sera pénible, de rappeler les faits. Le 4 avril, à 4h22, un appel reçu par la police faisait état d'une séquestration au domicile d'une famille demeurant au 26 rue Vaucouleurs, dans le 11e arrondissement. Un premier équipage de la BAC arrivait sur les lieux à 4h25, suivi d'un second. 3 effectifs restaient devant la porte d'entrée pendant que 2 autres se rendaient côté jardin, où ils entendaient des cris sans pouvoir les localiser. L'un d'eux repartait côté rue pour s'entretenir avec les témoins. Rappelé par ce collègue, il découvrait à son arrivée dans la cour intérieure le corps d'une femme ensanglantée. À 4h41, un appel reçu par les sapeurs-pompiers signalait la chute d'une femme d'un balcon. D'autres secours arrivaient à 5h10 et le décès de Sarah Halimi était constaté par les pompiers. À 5h36, la BAC de Paris interpellait l'auteur qui se trouvait dans le domicile d'une famille d'origine malienne composée des parents et de 3 enfants qu'il séquestrait et qui avait appelé la police. Ces éléments démontrent que l'intervention de la police a été rapide et qu'elle s'est déroulée dans un contexte compliqué, l'appel initial les conduisant à un appartement distinct de celui où la victime a été agressée. Il ne m'appartient pas de commenter les décisions judiciaires et notamment celle de la qualification juridique des faits. Enfin, il convient d'ajouter que le mis en cause est interné à l'hôpital psychiatrique depuis le 5 avril et que l'enquête se poursuit. Ces faits ont été détaillés le 5 mai dans le bureau du ministre de l'Intérieur, en présence des représentants de la communauté juive et du préfet de police. Il faut laisser l'enquête se poursuivre. Et je voulais terminer, Monsieur Meyer Habib, par la phrase du président de la République. Nous nous sommes rencontrés ce jour-là pour la commémoration du Veldiv. La justice doit faire toute la clarté sur la mort de Sarah Halimi.
Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Mohamed Lakila. Monsieur Mohamed Lakila. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, le sud-est de la France, et particulièrement la Haute-Corse et le Var, sont en proie à des feux de forêt d'une intensité exceptionnelle par leur ampleur et leurs conséquences. D'ores et déjà, ce sont plus de 5000 hectares de forêt et de pinèdes qui ont été ravagés dans un environnement dont l'équilibre est, nous le savons tous, très fragile. Ce sont par ailleurs 12 000 personnes qui ont dû être évacuées aux alentours de la commune de Borne-les-Mimosas. Ce jour, à l'aéroport de Toulon, il a dû être fermé pour cause de fumée. Je souhaite, tout d'abord, au nom de mes collègues, rendre ici hommage à nos personnels, pompiers, sécurité civile et forces de l'ordre, qui se battent en ce moment Ils se battent en ce moment même face à ces incendies en prenant tous les risques pour sauvegarder les personnes et les biens. Nous apprenons à ce sujet que 4 pompiers ont été blessés, dont un gravement, qui a d'ailleurs été évacué vers Marseille. Le préfet du Var, M. Jean-Luc Videlaine, s'est dit très inquiet de l'évolution de la situation et vous avez hier en Haute-Corse annoncé la commande de 6 avions complémentaires tout en nous rassurant que notre flotte était suffisante. Monsieur le ministre, pouvez-vous apporter à la représentation nationale des informations plus précises sur l'évolution de la situation dans le sud-est et sur les moyens qui sont pris pour y faire face? Par ailleurs, nous apprenons que la France fait appel à l'aide européenne en sollicitant l'appui de 2 bombardiers d'eau supplémentaires. Qu'en est-il de cette aide et quand sera-t-elle mise en œuvre? Enfin, cela ne doit-il pas nous inciter à réfléchir à une force européenne de lutte contre les feux de forêt, en particulier autour du bassin méditerranéen? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, nous faisons face, vous l'avez dit, à des incendies particulièrement marqués par leur intensité en Corse et dans tout le sud-est de la France. Pour donner des ordres de grandeur et bien saisir la gravité de la situation, sachez qu'à ce jour, ce sont environ 10 000 hectares qui ont été détruits. 10 000 hectares, c'est nettement moins que la funeste année 2003 où plus de 20 000 hectares avaient brûlé, mais c'est 2 fois la moyenne annuelle depuis quelques années, depuis les 10 dernières années. À l'heure où nous parlons, il est encore plus de 7 incendies qui ravagent notre territoire. Vous l'avez fait, Monsieur le député, je veux m'y associer. Nous devons tous ensemble saluer les très nombreux, les plus de 6 000 femmes et hommes, sapeurs-pompiers, militaires de la sécurité civile, forestiers sapeurs, pilotes de la flotte aérienne, qui, comme vous l'avez dit, prennent beaucoup de risques et luttent d'arrache-pied pour protéger les biens, pour protéger les personnes, et peut-être au moins autant pour protéger la forêt, à laquelle ils sont eux aussi attachés, bien entendu. Je voudrais aussi indiquer que, compte tenu de la gravité de la situation, un certain nombre de femmes et d'hommes, de sapeurs-pompiers de toute la France, de l'Ouest, du Sud-Ouest, de la région parisienne, vont venir grossir les rangs de ceux qui, dès aujourd'hui et depuis quelques jours, luttent contre les incendies. Je voudrais aussi, Monsieur le député, saluer le rôle joué par les élus et par les associations qui sont mobilisées depuis la première heure et qui essaient de prendre en compte toute la difficulté liée, toute la difficulté créée pour ceux qui habitent dans les zones menacées par les feux, par cette situation. De très nombreux déménagements ont été organisés, de très nombreuses évacuations ont été organisées. C'est toujours difficile à organiser, ça se fait dans une grande angoisse en général. Et je voudrais saluer tous ceux qui contribuent à faire en sorte que ces évacuations aient pu se passer dans les meilleures conditions. S'agissant de nos moyens aériens, ce ne sont pas les seuls moyens, mais ils sont à la fois les plus spectaculaires et les plus efficaces. S'agissant de nos moyens aériens, 80% de la flotte est aujourd'hui disponible, soit 20 avions, dont 8 Canadair.
À l'heure actuelle, 6 Canadair sont opérationnels et 2 autres le seront dans le courant de la journée, ce qui nous permettra d'apporter une réponse encore plus forte à la menace. Ces appareils, leurs pilotes, sont particulièrement sollicités, mais nous veillons bien entendu à les maintenir au jour le jour au meilleur niveau de disponibilité et de qualité. C'est dans cette perspective que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a confirmé hier soir avoir initié dès son arrivée le renouvellement de la flotte avec l'achat annoncé de 6 avions lourds bombardiers d'eau. Je veux vous dire, monsieur le député, que je me rendrai moi-même ce soir dans le Var pour faire un point sur la situation avec les autorités préfectorales et l'ensemble des forces qui concourent à apporter une réponse à ce problème. Un mot pour terminer, dont nous sommes tous conscients, mais qu'il convient de rappeler, je crois. Lutter contre les incendies, c'est indispensable. Des femmes et des hommes le font avec courage et avec efficacité. Prévenir les incendies, c'est mieux. Et pour les prévenir, il faut avoir toujours en tête d'abord la nécessité d'entretenir la forêt. C'est difficile, mais c'est indispensable. Il faut avoir en tête le fait qu'un certain nombre de gestes de nos concitoyens permettent de limiter les risques et que faire attention à ces ordures ménagères lorsqu'on est en zone frontalière d'une forêt, surtout dans le sud, surtout quand il fait chaud, c'est souvent permettre d'éviter des drames. Je ne dis pas que ces drames sont consciemment déclenchés, mais des gestes de prévention peuvent être extrêmement précieux. Et puis parfois ces gestes sont déclenchés par des criminels. Lorsque c'est le cas, il faut évidemment qu'ils soient recherchés, trouvés et sévèrement punis. Je vous remercie.